qu'est-ce que j'ai besoin de construire? Et je pense que dans la majorité des cas, la réponse pour moi, c'est je commence par construire une communauté. 2 mois après, je me prends le pire contrôle de la caisse des dépôts qui débarque chez moi pour contrôler l'ensemble de mon business parce qu'il voulait pas me payer, quoi. On parle de beaucoup de l'intelligence artificielle qui est en train de renverser tous les business. Le truc le plus débile à se faire, ce serait d'ignorer ça en tant qu'entrepreneur et de continuer avec son petit plan qu'on s'est mis en tête il y a 3 ans. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Et si 2023 était l'année où tu créais ton propre business, on évoquait le parcours d'un entrepreneur et investisseur dans les startups et dans la tech il y a 2 semaines avec Éric Larchevêque, une conversation inspirante. Si tu l'as raté, c'est l'épisode 139, et on faisait référence à des structures d'une certaine taille quand même. Or, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi créer des business de moindre portée, que ce soit avec un podcast, une newsletter ou une offre de formation. Il y a plein d'opportunités d'entreprendre à son échelle et de développer des revenus alternatifs. Et non, je n'ai pas dit revenus passifs. Je suis persuadé que ton expérience, ta formation, ton vécu t'offrent à toi aussi des possibilités de création de business que tu ne soupçonnes pas. Le problème avec la multiplication des offres de formation dans l'immobilier notamment, c'est que elle a porté préjudice à l'image même de la formation en ligne, qu'on juge rapidement comme une arnaque. D'ailleurs, Martin Salva, vendeur de vérité, et Audrey Andrea ont récemment indiqué que leur excellent livre sur l'activité marchande de biens avait été plagié par un formateur, ce qui n'arrange pas les choses. Pour nous orienter sur les manières de développer son business en ligne avec ses valeurs, j'ai le plaisir de recevoir Aline Bartoli sur le podcast cette semaine. Aline est coach business, elle accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité, que ce soit trouver des clients, se faire connaître et bien gérer leur business. Elle organise aussi des coachings et des séminaires pour The Bee Boost. Et si tu la suis sur Instagram, tu connais l'énergie et l'engagement qu'elle crée autour de ces événements de vente. Aline anime aussi un podcast de tips super actionnables pour gérer son business que je te recommande chaudement et qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business ». Au cours de notre conversation, on verra entre autres comment Aline voit l'évolution du marché de l'infoprenariat, comment trouver son idée d'activité de niche, gérer la croissance de son business et adresser ses différentes audiences, quel format adopter pour ses formations en ligne, comment développer une activité en side business tout en ayant une vie de famille. Si tu cherches à créer du contenu pour développer d'autres sources de revenus ou bien développer ton réseau, cet épisode devrait vivement t'intéresser. Et avant de commencer, je te remercie les soutiens du podcast, ses avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ses messages, ses partages sur LinkedIn et Instagram qui nous donnent de la force et nous font bien plaisir. Merci à Fabien pour son avis encourageant sur Apple Podcast. Merci aussi à Grégoire pour son invitation sur son groupe Facebook Esprit Imo, un groupe et une chaîne YouTube qui méritent d'être connus. Allez, sur ce, on part à l'aventure dans la création de ton business avec Aline. C'est parti. Salut Aline, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco, écoute, je suis absolument ravie d'être là, de te retrouver. Merci pour ton invitation. Merci beaucoup à toi, je suis très honoré que tu aies accepté mon invitation. J'écoute ton podcast avec à beaucoup d'attention et régulièrement, et donc je pense que les gens qui nous écoutent aussi. On va parler un peu, en fait c'est un podcast donc comme je t'avais dit en off, un peu d'investisseurs, mais aussi entrepreneurs en fait, des gens qui veulent reprendre un petit peu leurs finances et leur vie en main, et ça fait, l'entrepreneuriat en fait partie, donc ça va être un peu le thème d'aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour les quelques personnes qui te connaissent pas encore? Et j'espère qu'il y en ait, vraiment. Alors pour me présenter de manière rapide et laser, je dis souvent que j'ai 3 casquettes. La première c'est celle de coach business, donc mon métier c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur activité, trouver plus de clients, se faire connaître, bien gérer leur business. Donc je travaille beaucoup avec des entrepreneurs ou des toutes petites structures. Ma seconde casquette, c'est celle de fondatrice de The Bee Boost, donc qui est ma société de coaching business, mais on fait aussi des séminaires, des formations, ça devient tout un beau petit monde, une belle petite famille à gérer, donc c'est un vrai job en fait aujourd'hui à part entière. Et ma troisième casquette, c'est celle de podcasteuse, parce que comme toi, j'anime un podcast, le mien est sur la thématique business entrepreneuriat qui s'appelle Je peux pas, j'ai business. Ok, très clair, très clair effectivement, et très clair aussi ce que tu vas pouvoir nous apporter aujourd'hui, ça j'ai hâte d'écouter ça. Alors effectivement, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat en fait, et à avoir créé en fait ce business, enfin ces business finalement? Alors, je suis tombée dans l'entrepreneuriat quand j'avais 4 ans, déjà.
En fait, c'est la première donnée dans le sens où j'avais une mère salariée, un père entrepreneur, et en fait, j'ai toujours vu les deux rôles modèles. On m'a toujours dit que les deux étaient possibles, et puis très très jeune, j'ai dit que je voulais être chef d'entreprise comme mon papa. Je savais même pas ce que c'était, mais en tout cas, c'était ma décision. Donc ça, c'est un petit peu comment je suis tombée dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, à la fin de mes études que j'ai écourtées volontairement, je suis devenue freelance. Donc j'ai travaillé dans le milieu de la retouche photo. Donc je travaillais avec des photographes pour des marques de mode, des magazines, etc. pendant 6 ans. J'ai adoré ce métier. Et en fait, tous mes potes qui faisaient pareil que moi ou qui étaient dans la photo, dans le graphisme, etc. me demandaient souvent, mais Aline, comment tu fais pour trouver tes clients? Comment tu fais pour gérer ton business? T'as plein de clients, ça marche bien pour toi. Moi, je galère un peu. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, partage-moi tes astuces. Et en fait, j'en avais tellement marre. Parce que je suis pas quelqu'un de patiente, moi, Paco. J'en avais tellement marre de répéter les mêmes choses à tout le monde. Ouais. En fait, j'ai dit, je vais tout mettre sur un blog. Je connaissais rien au blogging, hein. Moi, mon expérience du blogging s'est arrêtée à mon Skyblog avec les textes arc-en-ciel de quand j'étais plus jeune, quoi. Et en fait, j'en avais tellement marre que j'ai ouvert un blog où j'ai commencé à mettre tous mes conseils dessus. Sauf qu'on est des entrepreneurs, toi et moi. Donc, on se sait. Dès qu'on commence à faire un nouveau projet, on se challenge à dire, comment est-ce que je peux emmener ça un petit peu plus loin, etc. Donc, très, très vite, je me suis retrouvée à taper sur Google comment faire connaître son blog, etc. Et en fait, de fil en aiguille, le blog a explosé et j'ai eu, on va dire, la chance et le privilège 1 an après, donc en septembre 2019, de pouvoir devenir coach business à temps plein et de continuer à conseiller les entrepreneurs sur comment se développer. Voilà. Ouais, top. Donc, tu as commencé vraiment en fait freelance. Donc, tu allais chercher les clients, tu proposais tes produits. Ah, j'ai commencé les mains dans la gadoue, comme tout le monde. Ok. Ouais, ok. Et c'était peut-être aussi l'essor du blogging à l'époque aussi en France, c'était le moment où ça se faisait plus connaître aussi ce type de format. Ou c'était déjà passé en fait. Alors moi, quand j'ai lancé le blog, tout le monde m'a dit mais le blog est mort. Donc j'avais la sensation à ce moment-là que c'était déjà un peu compliqué, mais bon après c'est comme tout, hein, que si aujourd'hui tu veux lancer un podcast, il y en a qui te diront c'est le bon moment, il y en a d'autres qui te diront non c'est bon, c'est trop saturé. Enfin, moi j'y crois pas vraiment à ce genre de choses. Alors 2019 à aujourd'hui, donc il s'est passé beaucoup de choses parce qu'en fait après ça s'est diversifié en fait en termes d'activité. Ton cœur en fait d'activité vraiment, tu dirais toi c'est plutôt justement, ça reste toujours un petit peu d'accompagner les gens dans la création de leur business. Et aussi la question elle est plutôt pas aussi par rapport en fait au type de business que tu accompagnes, parce que tu disais que c'est beaucoup des petites structures. C'est vraiment en fait vers les solopreneurs que tu t'adresses, quoi. Alors historiquement, j'ai quand même une très très grosse majorité écrasante d'auto-entrepreneurs, de micro-entrepreneurs, on appelle ça comme on veut, de solopreneurs ou de très très petites équipes, parce que de par mon parcours, de par mon expertise, c'est plutôt ça que je connais. Je dis pas qu'il n'y a pas de TPE ou autre profil, mais c'est quand même beaucoup de micro-entrepreneurs. Ouais, parce que c'est là dont tu viens, et j'imagine en termes de produits aussi, c'est plutôt beaucoup des services ou dans le digital, non? Exactement, beaucoup de services. Et puis aujourd'hui, la manière dont j'accompagne ces personnes-là, j'ai commencé avec du coaching individuel, donc je suis quand même coach, je me suis formée au coaching, j'ai mon diplôme de coach, etc. Mais aujourd'hui, c'est principalement de la formation en ligne, parce que c'est vraiment un format qui, pour moi, est totalement adapté aux besoins et on va dire à la quantité de contenu et d'informations qui sont nécessaires pour pouvoir développer un business. Ouais, mais c'est intéressant aussi de t'entendre, j'aurais aimé t'entendre aussi justement par rapport à ces transitions, parce que comme tu as commencé au début, c'était vraiment du freelance, enfin en gros, on te paye pour le temps que tu passes sur délivrer un produit ou un service, et puis après on est sur du formation en ligne, on est complètement sur un autre modèle, et puis le coaching aussi qui est sur un autre modèle. Comment tu as transité en fait au travers de ces activités et comment était ta réflexion par rapport à justement où tu allais mettre ton temps et ton énergie? C'est vrai que du coup, je viens d'un business model, mais comme beaucoup, hein, et comme le salariat aussi quelque part, où on échange notre temps contre de l'argent. Clairement. Et ça, on peut augmenter notre taux horaire. Quand on est freelance, on peut augmenter notre taux horaire. Quand on est salarié, on peut négocier notre paye. Puis plus on prend en expérience, en expertise, normalement, plus notre paye aussi augmente en fonction d'eux. Mais on va pas se mentir, il y a quand même des plafonds à ça. Au bout d'un moment, quand t'es freelance, tu peux augmenter ton TJM, donc ton taux journalier moyen, mais il y a quand même des plafonds, même si dans certains domaines, ils sont plutôt hauts. Au bout d'un moment, je connais pas beaucoup de freelance qui peuvent facturer 5 000 € la journée. Compliqué. Ouais. Je cite un chiffre volontairement très, très haut. Et du coup, moi, je faisais ça en tant que coach, puis j'ai commencé à avoir cet enjeu et cette envie, parce qu'esprit entrepreneurial, de me dire comment est-ce que je peux aller taper des niveaux de revenus plus hauts. Et en même temps, la double bonne problématique, bon problème de riche, de me dire, ok, j'ai trop de demandes de coaching, plus que je ne peux moi-même en accepter.
comment est-ce qu'on crée une offre qui me permet d'avoir plus de monde et de ne plus faire dépendre mes revenus de mon temps. Et donc, un premier step qui a été fait pour ça a été le coaching de groupe, donc de faire la même chose, mais pour plusieurs personnes en même temps. Et après, le step encore d'après, ça a été le business model de la formation en ligne, ou comment est-ce que je crée un produit digital avec des vidéos que les gens peuvent consommer de manière asynchrone, et là où effectivement les plafonds de revenus presque n'existent plus. Ouais, c'est finalement tu as augmenté dans la passivité et la passivité, le fait d'être asynchrone, de pas échanger en direct ton temps contre l'argent pour faire ce qu'on appelle scaler finalement ton business, quoi. J'ai l'impression. Exactement. Alors évidemment, la réalité est quand même beaucoup plus nuancée parce que est-ce que le revenu passif est vraiment passif? En tout cas, dans le business model de la vente de formation qu'on appelle l'infoprenariat, je suis pas sûre parce qu'il y a quand même de l'investissement, de l'accompagnement. Moi, je suis quand même présente pour mes élèves, je fais quand même du live, etc. Mais on est quand même dans un autre système où effectivement, il y a beaucoup de passivité qui fait que le volume de vente n'est plus, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins dépendant de toi, ta disponibilité en termes de temps, d'agenda. Et comment tu vois du coup ce marché justement de formation en ligne, enfin du business en ligne de manière générale en fait, parce qu'il y a eu, moi je viens plutôt du monde de l'immobilier qui a été inondé, comme tu le sais, d'offres d'investissement immobilier. Même encore aujourd'hui, il y a des offres avec des marketing très limite. Mais en gros, il y a énormément de contenu de formation en ligne et les gens commencent un peu à se fatiguer, tu vois, d'acheter tant de vidéos, etc. Donc tu vois, il y a des évolutions aussi par rapport au marché. Comment tu vois aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui démarre, quel conseil tu pourrais donner sur peut-être le format ou le type de chemin à parcourir pour vendre des services, des produits en ligne notamment? Donc les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui se lance dans le business en ligne aujourd'hui, là, mi-2023. Ouais. De pas penser que le marché est saturé, parce qu'on en est quand même très très loin. Je trouve que c'est un monde merveilleux, moi, l'infoprenariat, le business en ligne, dans le sens où n'importe qui est passionné peut partager gratuitement ou de manière payante en fait son expertise, ses connaissances et aider d'autres personnes à à transformer leur vie. Et rien que pour ça, je trouve ça génial. Sauf que c'est vrai que comme c'est un marché qui est pas réglementé et aussi il y a souvent l'attrait de beaucoup d'argent pour pas beaucoup de temps, parce que ça c'est un petit peu le discours que certains veulent bien servir de tu vas bosser 2 heures par jour puis tu vas te faire 20 000 euros par mois, ça attire aussi beaucoup de personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons. Et malheureusement aujourd'hui on a quand même la sensation où il y a beaucoup plus de gens qui sont pas là pour les bonnes raisons que de gens qui sont là par amour de leur métier, par amour du partage et de la transmission. Donc c'est aussi ça pour ça que parfois on peut avoir une très mauvaise image du marketing, de certaines formations. Après, ceci dit, je trouve que c'est un business model absolument génial. Et donc le conseil que je pourrais donner à ceux qui voudraient se lancer, le premier, ce serait déjà de pas penser qu'il n'y a pas de place pour eux, parce que clairement il y en a encore beaucoup. Et justement parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font pas forcément du bon travail, ça donne ça donne un tapis rouge en fait à ceux qui veulent le faire. Donc ça serait la première chose. La seconde chose, c'est de bien choisir son domaine d'expertise, et on appelle ça en marketing sa niche en fait. Pas de vouloir se faire un truc trop large parce qu'on aime tout faire ou par peur de se restreindre, parce que là c'est le pire danger, mais tout le monde tombe dans ce travers-là, mais le pire danger c'est de vouloir faire un truc trop large, parce qu'en fait quand on parle à tout le monde, on parle à personne, et en fait il y a rien qui nous distingue des autres, et donc on est rangé dans le même tiroir. Donc ne pas hésiter à partir d'une expertise très précise, auprès d'une cible très précise, dans un premier temps, et de bien comprendre qu'après, évidemment, on va pouvoir élargir au fur et à mesure que notre expertise se crée, notre légitimité arrive, que les gens commencent à nous reconnaître pour ce qu'on fait, etc. Enfin, je pourrais partir sur plein d'autres conseils, mais je vais m'arrêter là, je vais te laisser rebondir. Non, ça, c'est intéressant parce que justement, je voulais t'emmener sur le terrain du comment choisir son idée, tu vois, comment trouver déjà au premier lieu, hein, tu vois, dans les grandes étapes, son idée et son positionnement. Et là, ce que tu viens de donner déjà donne des pistes de réflexion, parce que effectivement, on a tendance à penser qu'on peut proposer des services pour essayer d'atteindre la plus large audience possible en se donnant les plus de chances justement en faisant ça. Et effectivement, tu nous dis que c'est plutôt le contraire, il faut être niché le plus possible. Dans ce type de réflexion, est-ce que tu conseillerais, ou est-ce que qui marche en fait, hein, tu le vois peut-être avec tes coachés, c'est plus sur un domaine dans lequel on a une expertise, ou un domaine dans lequel on souhaite acquérir une expertise, et est-ce qu'il faut forcément être passionné du sujet sur lequel on se lance? Alors, il n'y a rien d'obligatoire, il y a quand même des facilités en fait. Si tu parles d'un domaine dont tu es passionné, tu auras quand même beaucoup plus de motivation à en parler, et tu vas avoir tendance à plus faire ce petit pas supplémentaire d'aller chercher les bonnes infos, d'aller pousser le bouchon un petit peu plus loin, etc. C'est quelque chose où ça te parle mais bof.
Et pareil, un domaine dont tu es déjà expert, tu vas en parler avec plus de facilité, peut-être avec des termes plus accessibles et avec des nuances plus prononcées qui vont faire que les gens vont plus être attirés par toi que quelqu'un qui parle mais qui vient à peine de découvrir ce dont il parle, ou on se dit bon bah ok quoi. Ouais, non, il faut, d'accord. Et quelles sont les grandes étapes justement pour se lancer une fois qu'on a trouvé cette idée, parce qu'on peut aussi se perdre pas mal dans tout ce qu'il y a à faire en fait pour monter un business et peut-être brûler les étapes, pas forcément aller dans le bon ordre. Tu conseillerais d'aller dans quel ordre et dans quel niveau de progression en fait pour lancer un business de ground zero quoi, comme on dit. Waouh, c'est à la fois passionnant et hyper large comme question. Je vais essayer d'y répondre de la manière la plus synthétique possible. Étape numéro 1, se fixer des objectifs. Qu'est-ce que je veux faire comme business? Est-ce que je veux juste mettre de l'argent, du beurre dans les épinards, lapsus. Est-ce que je veux juste mettre du beurre dans les épinards? Est-ce que je veux quelque chose où je m'investisse à fond dedans parce que c'est mon nouveau projet de vie et je veux quitter mon salariat? Est-ce que c'est juste un side project qui doit me prendre le moins de temps possible mais générer du revenu passif? Est-ce que c'est un investissement pour plus tard? Donc déjà, je fixe mes objectifs parce que les réponses à ces questions vont déterminer aussi le business model. Je ne vais pas me lancer à faire du coaching one-to-one si le but pour moi c'est de construire un capital passif et de rester en salarié à côté, parce qu'on voit bien que du coup on va être très limité par on en parlait tout à l'heure, le business model temps contre argent. Alors que quelque chose comme, je sais pas moi, faire de l'affiliation ou des programmes, des partenariats, de l'influence, quand on veut avoir encore un job à côté pour juste générer des revenus passifs, ça peut être carrément pertinent. Il y a le business model de la formation en ligne, où pareil, est-ce que ça me plaît d'être au contact des gens? Est-ce que ça me plaît de transmettre? Est-ce que c'est quelque chose qui me tient à cœur? Parce que sinon, si je m'en fous, si ça me fait chier de faire des lives, des vidéos et de parler aux gens, c'est peut-être pas le bon business model pour moi. Donc vraiment déjà bien définir c'est quoi mes objectifs avec ce business, sachant qu'évidemment rien n'est figé dans la roche ou gravé dans le marbre, je sais pas comment on dit, et on pourra toujours avancer. La deuxième chose, c'est par rapport à ces objectifs-là, par rapport au business model que j'imagine être le meilleur par rapport à mes objectifs, qu'est-ce que j'ai besoin de construire? Et je pense que dans la majorité des cas, la réponse pour moi, c'est je commence par construire une communauté. Je commence par créer du contenu, je commence par me faire connaître, je commence par montrer que je suis pertinent, que je suis légitime, comme toi tu fais avec ton podcast en fait, tout simplement. Et je crée gratuitement du contenu pour attirer des gens à moi, construire cette audience. Et ensuite, cette audience, je pourrais leur vendre quel que soit mon business model que j'ai besoin de leur vendre. Mais je pense que la partie aujourd'hui, création de contenu, création de communauté, est un peu fastidieuse, un peu chronophage. La barrière à l'entrée est relativement haute, mais pour ceux qui savent tirer leur épingle du jeu, s'y mettre à fond et jouer le jeu, clairement, il y a la récompense à la clé, quoi. C'est par là que tu commenceras. Donc ouais, vraiment commencer par la communauté, se faire connaître avant d'avoir défini précisément forcément le service ou le produit qu'on va offrir, hein, c'est ça? On a défini le business model quand même. Ouais. Après, l'avantage de commencer directement à créer une communauté, c'est qu'on va pouvoir partager notre expertise ou notre passion, on en parlait juste avant, et très vite aussi voir quelles sont les questions récurrentes, et du coup, quelles sont les offres qui vont pouvoir être parfaites. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire comme exemple qui pourrait parler à ton audience? On parlait d'immobilier. Donc, mettons, j'ai une expertise dans l'immobilier et je veux créer un business en ligne dans l'immobilier. Déjà, je vais choisir une niche. Est-ce que je veux faire de la LCD? Est-ce que je veux faire marchand de biens? Est-ce que je veux faire de l'immo commercial? Est-ce que je veux faire de l'achat, découpage, revente, etc. Enfin, ça va être ma niche. Ok, je pars sur la LCD, sur du Airbnb, des choses comme ça. Je commence à partager toute mon expertise et en fait, plus je partage mon expertise avec de la création de contenu, plus je me rends compte que les questions des gens, c'est peut-être pas sur comment trouver le meilleur bien pour faire du Airbnb, mais plutôt sur comment fonctionne Airbnb et comment agencer, tu vois, j'en sais rien. Et du coup, une offre que j'aurais pu avoir tendance à créer dès le début avant de créer du contenu qui me paraissait dans ma tête pertinente, et je me rends compte en fait elle n'était pas totalement pertinente, mais que les besoins de l'audience actuelle sur le marché sont un petit peu différents. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important le plus vite possible de se confronter à son public, à son audience, à sa cible, de récolter ses feedbacks, ses besoins, ses questions, et ensuite de construire ou d'affiner son offre par rapport à ça, mais attention à pas créer un truc dans notre coin et après arriver avec son paquet cadeau sur le marché en disant tiens j'ai créé ça pour vous, et les gens vont dire bah oui mais c'est pas exactement ça dont on avait besoin quoi. C'est ça tout l'enjeu en fait, c'est d'obtenir des feedbacks le plus tôt possible et en même temps d'être suffisamment souple en fait pour pouvoir pivoter s'il y a besoin et pas avoir à changer 40 fois, proposer un produit qui soit vraiment prêt pour son marché quoi. C'est vrai que c'est pas facile à faire et dans ce cadre-là, est-ce que tu
Tu vois, est-ce qu'il y a un moment où justement donner son service, est-ce que ça peut être trop tôt de lancer un produit? Justement, à quel moment en fait on se dit ok, on est prêt, on a un produit qui va répondre au marché et qui va être bon et de qualité? Parce que ouais, ça peut être aussi une question, tu vois. Est-ce que tu lances un truc mal ficelé dès le départ, mais au moins t'as du feedback et tu vas le construire derrière un truc mieux? Ou est-ce que t'attends d'avoir un peu plus de feedback et un produit qui va vraiment être meilleur pour après te lancer, tu vois? Le bon moment pour moi, c'est qu'on lance un produit quand on sait quel besoin on résout sur le marché. Après, le produit, il est pas parfait. Il y a, tu sais, c'est tout ce qu'on appelle les MVP, là, les minimum viable product en langage startup. On lance quelque chose d'imparfait, mais parce qu'on sait qu'on va itérer, qu'on va optimiser, affiner au fur et à mesure. Donc ça, c'est ok que on lance un coaching, une formation en ligne, un produit, une offre, un service imparfait. Par contre, ce qui doit être hyper clair dès le début, c'est quel besoin je résous sur mon marché. Et si ça, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, c'est que potentiellement, je vais avoir des difficultés pour vendre. Comment tu transitionnes une fois que tu as trouvé ce market fit, tu as trouvé ton produit qui s'améliore? On va dire, ça va être peut-être ton expérience propre aussi qui parle. Enfin, il y a une croissance qui arrive à un moment donné. Comment est-ce qu'on gère ensuite la croissance, tu vois? Et est-ce qu'on peut, voilà, est-ce que le business model, il faut pivoter rapidement ensuite? Comment ça se passe? La croissance en termes de chiffre d'affaires, de nombre de clients, Ouais, en termes de chiffre d'affaires, ouais, en termes de chiffre d'affaires, si, enfin, pas forcément, tu vois, quand tu grandis en termes de vente, et que tu commences à pouvoir avoir plus de ressources, toi, soit tu peux t'arrêter et puis voilà, t'as été sur ta niche et t'as exploité ta niche au maximum et tu t'arrêtes là, mais il y a des problématiques qui peuvent apparaître quand tu commences à croître et à vouloir diversifier, à vouloir proposer peut-être plus de services et en faire en fait de ce qui pouvait être un side business, un business vraiment à part entière, tu vois. Comment est-ce qu'on fait pour régler les problèmes de riches quand ils commencent à arriver? Voilà, là il y a plein de challenges qui arrivent quand la mayonnaise a pris en fait, et quand la question, au début quand on se lance, la seule problématique qu'on a, c'est comment je me fais connaître et comment je vends, comment je suis rentable quoi. Après, une fois que ça c'est bon, qu'on a trouvé des solutions, il y a j'ai trop d'argent, non pas j'ai trop d'argent, si peut-être, mais ça si tu t'en occupes dans ton podcast. J'ai trop de clients, j'ai pas assez de temps, j'ai besoin de me diversifier, etc. Donc je pense que les problématiques que je vois le plus souvent dans cette transition de solopreneur side business à entrepreneur et potentiellement un business qui n'est plus un business tout seul, ça va être des problématiques de recrutement, donc des problématiques de RH, de délégation, même délégation des freelance, mais délégation quand même. Et donc du coup de nous quitter notre position d'opérationnel dans notre business pour prendre une position de manager / leader / CEO. Et ça c'est une vraie transition à faire dans son mindset, sur le lâcher prise, sur le fait de quitter l'opérationnel, d'apprendre à manager, à déléguer, etc. Il y a aussi, je pense, des challenges en termes de réflexion stratégique et de vision, où au début, et c'est parfaitement normal, on avance aussi un petit peu au doigt mouillé, beaucoup en testant, beaucoup en itérant, etc. Et en fait, plus on va avancer, plus on va devoir prendre du recul sur son business et de se dire, ok, la vision d'ensemble, c'est quoi? L'image actuelle du business, c'est quoi? Où est-ce que je veux aller? C'est quoi le plan A, le plan B, le plan C? Quelle est la manière la plus rapide? Et vraiment de conscientiser de plus en plus la partie stratégique. Où au début, on est un peu en mode, on y va. Moi, au début, j'y allais en mode un peu à l'intuition, aux opportunités. Ça me parle, ça me parle pas, etc. Là, maintenant, je peux plus faire ça, tu vois, parce que au début, tu conduis un petit voilier. Il va vite, il est super flexible. Alors bon, dès qu'il y a une vague un peu trop grosse, tu te casses la gueule, quoi. Après, c'est le Titanic. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va tout droit, quand tu veux lui faire un virage à 90 degrés, ça va prendre du temps, quoi. Tu vois, il va pas virer de bord tout de suite. Et donc, en fait, mais par contre, il est plus stable. Ouais, donc c'est d'autres problématiques qui interviennent derrière après quand tu grossis. Typiquement, toi, dans ton cas, ça s'est fait comment le moment où tu t'es dit, ok, là, ça devient trop gros pour moi, il faut que je mette en place tous ces process, la délégation, et puis peut-être les objectifs, parce que tu fais plus des objectifs d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, mais tu fais peut-être des plans pluriannuels, ça se professionnalise, quoi, de cette manière-là, quoi, j'imagine. Alors, il y a plein de choses à dire. Je pense que déjà, cette transition, elle se fait en douceur. C'est pas genre en un mois, on transitionne de solopreneur à leader ou des choses comme ça. La première fois que j'ai vraiment commencé à déléguer de manière durable dans mon business, c'est quand, justement, j'étais en train de faire du coaching de groupe et j'avais cette volonté de créer une grosse formation en ligne. Et là, je me disais, je sens que je vais pas arriver à tout faire, j'aimerais bien avoir une paire de petites mains qui va m'aider, une assistante opérationnelle, etc. Donc c'est là où j'ai recruté en freelance ma toute première assistante opérationnelle pour m'aider à la fois à accompagner mes coachings de groupe, toute la gestion du contenu du début de business qui était The Bee Boost à l'époque, pendant qu'en plus moi je prenais du temps pour créer cette formation en ligne.
Donc c'était vraiment, je déléguais toutes les petites tâches du quotidien qui avaient plus besoin forcément d'être faites par moi, type de la programmation, de la réponse aux mails, des choses comme ça. Et ensuite, en fait, plus le business grossit, plus tu as des besoins qui deviennent identifiables et plus toi, tu apprends à très vite, en termes de gestion du temps, de priorité, de productivité, te dire quelles sont les tâches qui ont besoin d'être faites par moi, Paco, ou moi, Aline, et quelles sont les tâches, en fait, que je n'ai plus besoin de faire moi parce que je n'y accorde aucune valeur ajoutée, ou parce que je sais aujourd'hui que mon taux horaire, et là, c'est juste de l'arbitrage, hein, que mon taux horaire vaut beaucoup plus que ça. Si je suis aujourd'hui capable de créer une offre qui génère, je sais pas, 10 000 euros en un mois, et que cette offre, je peux la créer, je dis n'importe quoi, hein, en 1 heure, eh ben, je sais que mon heure peut valoir 10 000 euros. Donc, toutes les tâches dans mon business qui valent moins de 10 000 euros de l'heure, je les fais pas. Ou je les fais plus, parce que toutes ces tâches que je vais déléguer, c'est du temps que j'ai récupéré, ce temps, je vais pouvoir le réinvestir sur des tâches à haute valeur ajoutée. Donc, ça, c'est une gymnastique un petit peu mentale, qui devient très vite un réflexe d'ailleurs, mais de se dire, en fait, on identifie très vite les tâches sur lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée ou moins, et on se dit, il y a des gens plus compétents que moi pour les faire, ou alors des gens qui vont pouvoir le faire pour moi, me libérer du temps pour le réinvestir sur les tâches qui vont faire avancer le business. Donc ça, c'est pour répondre à la première partie de ta question et j'ai perdu la deuxième. C'est sur les objectifs, si tu fais des objectifs à plusieurs années, du coup, aujourd'hui, ou... Alors, t'as la différence entre la vision et les objectifs. La vision, c'est quelle direction je veux atteindre, et les objectifs, c'est comment je vais atteindre cette direction, cette vision. Moi, je fonctionne beaucoup sur des objectifs à l'année, qui sont des objectifs chiffrés, mais pas que chiffre d'affaires, c'est aussi chiffré en termes de nombre de ventes par produit, etc. Après, je t'avoue que moi, personnellement, j'ai une très nette vision d'où je veux aller, par exemple, dans 10 ans. Mais je suis beaucoup plus flexible sur le comment on va y aller. Parce que je trouve qu'en termes... Enfin, j'ai des idées, mais je sais d'expérience que c'est rarement ça qui se manifeste vraiment et qui se crée vraiment, parce qu'en fait, il y a des opportunités qui arrivent, ou des innovations sur le marché, ou des actualités, des choses comme ça, qui font que, d'un coup, en fait, tu vas te dire, non, moi, j'avais voulu faire A, B, C, D, mais en fait, je me rends compte que E vient de se manifester dans le marché. Enfin, tu vois, par exemple, en ce moment, on parle de beaucoup de l'intelligence artificielle qui est en train de renverser tous les business. Le truc le plus débile à se faire, ce serait d'ignorer ça en tant qu'entrepreneur et de continuer avec son petit plan qu'on s'est mis en tête il y a 3 ans, quoi, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça. Faut pas ignorer le gros iceberg qui arrive devant toi, quoi. Exactement. Encore moins quand on est aux commandes du Titanic. Voilà, parce que tu le citais tout à l'heure, donc ça me fait penser. Dans un court instant, on verra en quoi des types de formations en ligne radicalement différents peuvent produire les mêmes résultats, quel niveau de communication il est pertinent d'adopter pour vendre plus, et quel est ce super pouvoir dont disposent les parents entrepreneurs. À tout de suite. Je prends un peu le train, la perche que tu tends là-dessus par rapport aux tendances, aux orientations de choses qu'on peut vendre, parce que toi t'as pivoté pas mal, et notamment je sais que t'avais, alors je me souviens plus du nom, tu sais, du compte formation emploi là que tous les salariés peuvent avoir pour se former. Tu avais utilisé ça une fois. Ah oui, le CPF. Le fameux CPF. Et puis tu as pivoté en disant, et d'ailleurs tu l'avais documenté et tu l'avais dit à tes auditeurs, les raisons pour lesquelles tu n'acceptais plus le CPF. Donc tu as eu ces moments aussi d'adaptation. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question justement de ce que tu vois par rapport à deux choses. Donc intelligence artificielle, ça serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus aussi, mais et aussi par rapport justement à ce format, au format que tu trouves qui est encore pertinent aujourd'hui pour les formations en ligne, si c'est des formations en ligne, tu vois, typiquement avec une partie live, c'est que c'est des vidéos enregistrées avec un support, avec un coaching tous les mois. Qu'est-ce qui fonctionne peut-être le mieux en termes de temps rendement, quoi, si on prend un petit peu cette idée-là, tu vois. Paco, j'ai pas la réponse à cette question. En fait, c'est une très 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 bonne question, c'est très pertinent, ouais. Et j'ai pas de réponse parce qu'en fait, moi j'ai une méthode qui fonctionne bien pour moi. Et il se trouve qu'en fait, il y a quelques semaines, j'ai interviewé Antoine BM sur mon épisode de podcast. Antoine BM qui est aussi un gros créateur de contenu, de formation en ligne, etc. Et en fait, tout ce que Antoine dit de ne pas faire, je le fais. Tout ce que moi je dis de ne pas faire, Antoine le fait. On fonctionne à l'opposé indirect d'univers, du monde entier, de différence, lui et moi, et on a les mêmes résultats. Donc en fait, je peux pas te dire que il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Là, ça va être en fonction de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est important pour moi, et se dire que toutes les stratégies fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi la clé à comprendre quand on est en business, c'est que tous les conseils que vous voyez sur le net, même ceux qui sont contradictoires entre eux, fonctionnent. Mais il faut juste trouver quels sont ceux avec lesquels on se sent le plus aligné, si je peux employer ce terme-là, qui nous parle le plus en fonction de notre personnalité déjà, de notre emploi du temps, de notre disponibilité, de notre énergie, du niveau d'implication qu'on a envie de faire.
Moi, je suis de la team, on crée des belles formations en ligne, excellentes, avec un très haut niveau d'esthétique, du mentorat à l'intérieur, des lives, beaucoup d'accompagnement, de suivi des élèves, mais parce que, ça me plaît, et que aussi, je sais que mon audience demande ça. Antoine, je te sors un petit produit en 3 heures, sous forme de mind map où j'ai enregistré mon écran avec ma voix off par-dessus, et tu te démerdes. Et il n'y a pas de service client, tu vois. Et ça vend. Et on a les mêmes résultats. Ouais. Mais parce qu'on n'a pas la même audience, on n'a pas le même discours, on n'a pas le même positionnement, on n'a pas la même niche. Enfin, voilà quoi. Ouais, non, mais quelque part, je pense que c'est plus rassurant qu'autre chose que tu viens de dire, en fait. Ça prouve que on peut, en fait, il faut rester à l'écoute, flexible, souple, et que tout est un peu possible, du moment que ça c'est aligné avec, nos désirs et deux, nos valeurs, quoi. C'est ce que tu sembles indiquer. Donc, et sur intelligence artificielle, la menace par rapport à ça, ou peut-être les bruits de couloir sur ce que ça pourrait disrupter ou pas, c'est toi? La question c'est plutôt qu'est-ce que ça ne va pas disrupter. Enfin, pour moi l'intelligence artificielle c'est comme l'arrivée d'internet dans nos vies. Enfin en tout cas je le vois d'un impact de cette ampleur-là. Alors on est encore aux prémices. ChatGPT aujourd'hui, tu lui poses 3-4 questions un peu trop pointues avec un peu trop de détails, il bégaye quoi. Mais c'est que pour l'histoire de quelques mois encore. Je pense qu'il faut vraiment, c'est pas se préparer au pire scénario pessimiste en mode regardez toutes les dystopies que tu peux voir au cinéma et tout ce qui se fait avec les robots, etc. L'idée c'est pas de devenir parano, mais d'être très vigilant sur ce point, de dire, en tout cas à mon sens, que l'intelligence artificielle c'est un truc qui va débarquer très 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 vite dans nos vies, qui va disrupter énormément de marchés, et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui en faire une force ou l'intégrer à notre business, à notre manière de fonctionner, etc. plutôt que de se prendre le mur en pleine figure parce qu'il arrive très très vite. Ouais, vraiment faire avec et se renseigner là-dessus le plus possible, plutôt possible pour être dans le train, quoi, finalement. Oui, puis il y a l'IA, mais on pourrait parler de plein d'autres sujets qui sont des sujets géopolitiques, qui sont des sujets écologiques aussi, où il y a des choses qui sont tendues à droite, à gauche. Enfin, après, être entrepreneur, je pense que c'est aussi ça, c'est garder un œil ouvert à 360 degrés sur le monde entier qui nous entoure, et pas forcément que sur notre thématique, et faire de la veille auprès de nos petits concurrents, etc. Et de se dire, en fait, en tant qu'entrepreneur, on construit la société de demain, et on construit la société tout court, mais on est aussi en première ligne et au premier rang par rapport à tout ce qui peut se passer, par rapport aux guerres, aux enjeux environnementaux, politiques, les nouvelles lois qui sortent, les nouvelles technologies comme l'IA qui arrivent, comme ChatGPT quasiment du jour au lendemain, personne n'avait vu venir, tu veux ce truc-là. Enfin, donc il faut aimer être un petit peu chahuté, un petit peu bousculé, si je reprends ma métaphore marine et navale, et surtout être flexible en fait, parce que je pense que c'est ça le secret, c'est de savoir pivoter vite et savoir être très flexible et ok avec ça, et pas trop rigoureux et carré dans sa manière de faire, parce que encore une fois, on peut se construire un plan sur 10 ans avec des étapes jour par jour. Dans 3 mois, ça sera complètement obsolète. Et est-ce que ça rejoint ce que tu avais dit, je crois, je t'ai entendu dire sur un podcast qui était le conseil de développer l'élasticité de son mindset. C'est ça dont il s'agit, ou c'est peut-être un peu autre chose? Oui, c'est ça. Grosso modo, c'est développer sa flexibilité d'état d'esprit, en fait, de se dire, c'est comme la métaphore du bambou, on en parle beaucoup, mais je suis suffisamment rigide et ferme pour savoir ce que je veux, dans quelle direction je veux aller, et ne pas me faire forcément influencer par les commentaires de à droite, à gauche, mes peurs, mes comparaisons, mes choses comme ça. Donc suffisamment sûr de moi et en confiance avec moi-même pour savoir où je veux aller et me faire confiance que c'est la bonne direction pour moi, pour mon business, et en même temps suffisamment flexible, pareil, comme un bambou, pour m'adapter au changement du marché, aux opportunités, et être assez intelligent, pas être con, pas être débile, et de se dire non, je fais l'autruche, je ne veux pas voir ChatGPT, je ne veux pas voir l'IA, je ne veux pas voir le contexte géopolitique, etc. Et se dire comment est-ce que je compose avec tout ça. Et ça, pour moi, ouais, c'est un muscle mindset. Non, c'est intéressant. Et c'est quoi la plus grosse frayeur que tu t'es fait, toi, dans ton business, pour voir si justement tu as su t'adapter, et peut-être pour assurer les gens aussi sur le fait que quand une adversité arrive, c'est pas la fin du business, quoi. Comme on dit, après c'est toujours très facile de le dire, il faut le vivre, c'est une autre histoire, mais dans chaque crise il y a des opportunités. On a tous cet exemple des pendant qu'il y avait la ruée vers l'or, ceux qui se sont vraiment enrichis, c'était les vendeurs de pelles. Ouais. Donc aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, c'est la ruée vers l'IA. C'est qui les vendeurs de pelles? C'est ceux qui développent des IA. Ou ceux qui intègrent des IA dans des systèmes des systèmes existants, des SaaS, des choses comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment. Ouais. Et toi, dans ton business actuel, quand est-ce que t'as senti que ça pouvait être la fin de ton business? Mais pas forcément par rapport à une tendance, mais il t'est peut-être jamais d'ailleurs arrivé ce genre d'événement où tu t'es fait une grosse frayeur sur est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va s'arrêter, tu vois? Alors pas de grosse frayeur. Après il y a des questionnements, il y a des moments de hop là, tu vois. Par exemple, tu parlais tout à l'heure du CPF.
À un moment, il y avait cette tendance de marché qui commençait à arriver, qui était en mode, aujourd'hui, quand on vend de la formation en ligne, on peut proposer le CPF, et c'est trop bien parce que du coup, les gens peuvent accéder gratuitement, entre gros guillemets. Je sais pas si on a la vidéo sur ce podcast, mais je fais de manière insupportable les guillemets avec mes doigts. Je fais partie de ce genre de personne. Et du coup, je me disais, ok, là, il y a un truc, mon flair me dit qu'on peut y aller. J'ai fait toutes les démarches, parce que c'est quand même des démarches administratives, légales, etc., pour avoir mon Datadoc. À l'époque, c'était le Datadoc et pas Calliope. Proposer le CPF, je l'ai fait sur un lancement, ça a cartonné, et je suis reconnaissante parce que ça a permis à mon business de décoller en termes de chiffre d'affaires aussi pour ça. Quelques semaines, mois après, tout le monde a commencé à proposer le CPF. Moi, j'étais en mode, ok, d'accord, trop bien. 2 mois après, je me prends le pire contrôle de la caisse des dépôts qui débarque chez moi pour contrôler l'ensemble de mon business parce qu'ils voulaient pas me payer, quoi. Wow. Voilà. Le revers de la médaille. Et c'est là, en fait, je me suis dit, hop. Et en fait, du coup, je mène un peu l'enquête. Enfin, ça a été un moment très stressant. Hein. Aujourd'hui, j'en rigole, mais quand on est tout seul, chez soi, en pyjama, toc, 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 2 inspecteurs de la caisse des dépôts qui débarquent et qui pensent qu'ils arrivent dans un organisme de formation, dans une école, et que toi, t'es un petit infopreneur chez toi derrière ton ordi avec ton plaid et ta tasse de thé, tu vois. Eux, ils étaient pas contents, moi non plus. Et en fait, du coup, bon, ça a été toute une expérience qui m'a quand même qui a été source de beaucoup de stress. Et juste après ça, bon, bah écoute, c'était très cool d'avoir ce CPF, mais là, je le sens mal. Parce que vraiment, la démarche dans laquelle je les ai sentis, c'était il y a trop d'argent, on n'a pas envie de vous payer, vous êtes des arnaqueurs, on va vous faire tomber. C'était comme un contrôle des impôts, quoi. Tu vois, ils venaient trouver la petite bête. Et je me dis, avec ça, ce qui vient de m'arriver, plus le fait que tous les collègues sont en train de faire le CPF aussi, ça va être de pire en pire et ça va être un mauvais plan de rester là-dedans. Du coup, je me suis aussi vite rentrée, aussi vite sortie du CPF pour plus jamais avoir à gérer ce genre de problématique. Et aussi, aujourd'hui, on voit, tu vois, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans maintenant. Oui, c'est ça, il y a 2 ans. C'était en toute fin 2020, début 2021. Et aujourd'hui, on voit les catastrophes que ça a été le CPF pour les infopreneurs, tous les abus qu'il y a eu. On en a tous beaucoup entendu parler. Donc, est-ce qu'il y a des moments où j'ai pris des décisions, puis après j'ai changé d'avis, etc. Bah, ça, c'en est une, où il y a eu des petites frayeurs. Est-ce qu'il y a des moments où j'ai remis en cause toute l'existence de mon business, en mode, est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça va pas fonctionner? Non, pas encore. Et je touche du bois et du singe pour que ça ne soit pas le cas bientôt. Ouais, et puis après, a priori aussi, il y a des étapes, c'est-à-dire quand t'as franchi un certain seuil, c'est pas que rien ne peut t'arriver, c'est juste que, voilà, c'est plus difficile quand même que ça casse, quoi. On repart sur notre métaphore de Titanic, en fait, c'est, quand t'as un tout petit navire, la moindre vague te fait des frayeurs. Quand t'as le Titanic, les vagues, t'en as plus rien à faire. Par contre, la mobilité, la flexibilité prend plus de temps. Et l'iceberg peut faire plus mal aussi, potentiellement. Ouais, non, c'est clair. C'est quoi, je vais on a un podcast d'investissement et du coup, je voulais te demander, en tant qu'entrepreneur, comment a évolué peut-être pour toi la relation avec l'argent, parce que l'argent au sens large, hein, c'est-à-dire que quand t'es entrepreneur, il y a l'argent perso puis il y a l'argent de la boîte, en fait. Et est-ce que ça fait évoluer ta relation à l'argent et comment quels seraient peut-être les conseils que tu pourrais donner aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat vis-à-vis justement de l'argent? C'est là où je me dis, en fait, j'ai été hyper touchée que tu m'invites sur ton podcast pour parler d'entrepreneuriat. Je suis trop contente de le faire, mais je suis la pire investisseuse du monde, en vrai. Mais vraiment, parce que j'ai une relation très particulière à l'argent, où pour moi, l'argent, c'est peut-être complètement immature de ma part, j'en sais rien, mais pour moi, l'argent, c'est des points de jeux vidéo, quoi. Tu vois, je fais pas ça pour l'argent en tant qu'argent, je fais ça pour en gagner le plus possible et voir jusqu'où je peux aller, et voir si je peux arriver au big boss final. Quel sera le big boss final? Je n'en ai aucune idée. En fait, ma relation à l'argent est complètement décomplexée de par le fait que moi, je me verse juste de quoi vivre confortablement, et je vis très confortablement aujourd'hui, mais je suis pas dans une volonté de gagner le plus d'argent possible ou de réinvestir pour faire fructifier mon argent le plus possible. Enfin, j'investis un petit peu comme tout entrepreneur qui a un peu la conscience du monde qui l'entoure le fait, sachant que voilà, aujourd'hui, on sait quoi, pas tout laisser sur un compte bancaire, un compte courant, bien sûr, mais j'y connais rien en fait. J'y connais rien et je suis plus intéressée par créer de la valeur dans mon business que par faire fructifier l'argent que j'ai à titre pro ou à titre perso. Et ça, je sais que c'est un gros manquement que j'ai aujourd'hui. Et là, je suis très transparente avec toi, avec les auditeurs. C'est un gros manquement que j'ai aujourd'hui à titre personnel et professionnel. Ouais, non, mais c'est très honorable de ta part de le dire ouvertement. Et puis t'es clairement pas la seule. Et je pense que investir dans un business, c'est aussi de l'investissement, tu vois. Et je sens que voilà, ta boîte gagne en valeur aussi, qui sait un jour la vendre. Enfin, je veux dire, il y a une valeur que tu crées, tu vois. Tu t'assieds pas juste à rien faire. Enfin, c'est mon idée en tout cas, au point de vue. Mais oui, effectivement, tu pourrais optimiser, quoi. J'ai peut-être une petite anecdote par rapport à ça, aussi pour te parler de mindset par rapport à l'argent. Et on parlait d'arbitrage, de taux horaire, de choses comme ça avant.
À un moment, j'avais fait quand même semblant de m'intéresser à ça. Et j'avais pris des rendez-vous avec des conseillers pour tout ce qui était faire fructifier la trésorerie de l'entreprise qui commençait à être assez conséquente, etc. Et là, on me parle du compte à terme. Et on me dit, aujourd'hui, on a une offre sur le compte à terme pour la trésor, etc., où on bloque, grosso modo, ce que j'ai compris, c'est qu'on bloque la trésor pendant 1 an et puis qu'après, on a un certain pourcentage, etc. Et en fait, j'avais fait le calcul avec la conseillère que j'avais au téléphone. Elle me disait, bah voilà, du coup, en bloquant je sais plus, elle m'a dit 30 000 euros, 50 000 euros de la trésor, je sais plus du tout ce qu'on a dit, et que vous avez un rendement de X%, bah du coup, vous allez avoir un gain de 500 ou 600 euros par an. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je dis, mais moi, 500 ou 600 euros, enfin, quand je vois, moi, la vitesse à laquelle je peux les générer dans mon business, en réinvestissant cette trésorerie potentiellement bloquée dans un compte à terme, dans un prestataire, ou dans une nouvelle offre, ou dans un nouveau produit, etc. Mais en fait, on était sur des ratios de fois 100 ou fois 1000 entre ce qu'un compte à terme pouvait m'apporter et ce que la valeur que je pouvais générer en réinvestissant cet argent dans le business. C'est pour ça aussi que j'ai jamais fait cet effort-là, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de me dire, ok, certes, c'est passif, etc., etc., mais il y a un tel delta entre moi, ce que je peux en faire personnellement, et ce qui peut se passer juste en investissant, que j'ai la sensation, en tout cas, c'est peut-être une croyance de ma part, que ce sera pas intéressant. Complètement. Non, complètement. Et je te rejoins. Et en fait, même quand on investit, notamment en immobilier, en fait, on est entrepreneur dans le sens où tu l'expliques là, c'est-à-dire que on met l'argent dans des choses que l'on contrôle et dont on sait qu'elles peuvent faire générer, se multiplier. Et pour toi, c'est le business que tu as créé. Pour certains investisseurs IMO, c'est aussi en fait de l'entrepreneuriat, puisqu'en fait acheter, revendre ou louer, enfin c'est quand même de l'entrepreneuriat. Ce dont te parlait ta bancaire, c'est vraiment purement du placement passif, le truc vraiment, t'as rien à faire de ces liquidités, t'as vraiment rien, t'en ferais vraiment rien et tu le mets là, mais je te rejoins, et d'ailleurs, en France, plusieurs invités nous le disent, en fait, 80% des Français, laissent leur compte sur des trucs qui sont rémunérés à zéro, tu vois, ils en font rien, en fait, il y a énormément d'épargne qui assis dans des comptes en banque qui servent à rien, donc, voilà, ouais, il faudrait plus d'entrepreneurs, c'est un peu la conclusion du truc. Et il y a un autre rapport que je voulais discuter avec toi. Alors c'est pas par rapport à l'argent, mais c'est par rapport à l'image, parce que c'est aussi quelque chose. On en parlait un petit peu par rapport au marketing et autres, mais quand tu crées ta boîte, tu peux pas, ou j'ai l'impression en tout cas que tu peux pas rester dans ton coin, faire un produit aussi bien qu'il soit, avoir les bons feedbacks et répondre à un besoin, mais sans forcément à un moment donné te montrer. Alors peut-être j'ai tort, hein, mais tu me diras. Quel est le niveau de communication qu'il faut un minimum placé quand on veut vendre des produits, et comment tu gères ta relation avec ton image en fait dans les réseaux sociaux et autres aujourd'hui? C'est possible aujourd'hui de réussir sans jamais se montrer. J'ai des exemples, j'ai 2 amies, une qui s'appelle Emma, qui a le business qui s'appelle Ambition Féminine, et l'autre qui s'appelle Virginie, qui a le business qui s'appelle Islagraph. Ce sont 2 personnes qui ne se sont jamais montrées sur les réseaux, personne ne sait à quoi elles ressemblent. Et pourtant leur business fonctionne, etc. Donc c'est possible. Après, le fait de se montrer, c'est puissant parce que ça crée du lien, ça crée l'authenticité. Forcément, quand on voit, on est rassuré, on voit à quoi la personne en face ressemble, etc. Encore plus quand on est dans une stratégie, comme toi tu fais, comme moi je fais, ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire de construire une marque, un business autour de notre nom, de notre personnalité, de notre personne. Ça a tendance à accélérer les résultats tout simplement parce que c'est plus agréable pour un client d'acheter chez Paco parce que c'est Paco et parce qu'on aime Paco que d'acheter auprès d'une société XY mais qui est un peu plus lisse où on s'identifie moins. Donc tu vois, il y a beaucoup cette chose de se montrer n'est pas nécessaire. Mais c'est quand même un accélérateur incroyable. Et par contre, effectivement, le revers de la médaille, c'est que quand on accepte de se montrer, ça prend du temps, de l'énergie, mais aussi potentiellement, du coup, parce qu'on est visible, on accepte d'être visible aux yeux pas toujours des bonnes personnes et donc pas toujours d'avoir des retours tout bisounours, etc. Et ça, pour moi, ça fait partie des règles du jeu où on s'expose aussi forcément aux gens qui sont pas contents, aux critiques, surtout dans des thématiques comme la tienne et la mienne, la tienne qui est de l'investissement, l'argent, la mienne qui est de comment faire de l'argent aussi quand on est entrepreneur, qui sont des sujets, on sait, ô combien sensibles, encore plus auprès d'une audience française, quoi. Ouais, j'imagine. Donc, se blinder, t'as eu des expériences d'ailleurs où tu as dû te blinder par rapport à des commentaires négatifs? Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que je trouve que ça va vraiment crescendo et qu'au final, on se construit au fur et à mesure la carapace nécessaire pour faire face de plus en plus à des critiques, des choses comme ça. C'est-à-dire que au début, ça va juste être des feedbacks un peu négatifs, mais quand même constructifs. Ça va un peu nous atteindre, mais on va arriver à se raisonner assez facilement et puis à continuer. Puis
Après, on va vendre. Et puis, il y a plein de gens qui vont nous faire des compliments. Donc, on va construire notre confiance en nous vis-à-vis de notre projet. Et puis après, il y a les critiques qui vont, parce que l'audience grossit, devenir un petit peu plus pointues ou un peu plus piquantes, ou c'est des personnes qui vont pas forcément être de notre audience, mais qui vont nous voir sur une pub, ou qui vont nous voir parce que on est passé dans le podcast de quelqu'un d'autre, ou parce que on a fait une collaboration ou un live, et des personnes qui, parce qu'elles ne nous connaissent pas, vont nous juger sur un bout de quelque qu'on a dit, ils seront pas d'accord, ou alors ils sont pas bien dans leur tête. Enfin, mon message, c'est que ça va arriver, mais que ça arrive crescendo par rapport à la taille de notre business, mais que du coup, en face d'une critique très négative qui nous arrive au bout d'un certain moment, il y a aussi beaucoup de feedback constructif qui fait qu'entre-temps, on s'est construit un mindset, on s'est construit une confiance, on s'est construit une légitimité qui fait que ça va moins nous atteindre que si on se prenait le pire troll ou la pire insulte du monde dès les premiers jours de notre business. Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr. Et j'essayais de faire un parallèle par rapport à se montrer tôt dans la construction de ce qu'on fait, et au fait qu'avoir des feeds, de faire par exemple dans le podcasting, tu vois, de commencer à sortir du bois. Et c'est un peu le conseil que je donne, qu'en fait c'est bien de commencer tout de suite et pas se préoccuper trop de la qualité, parce que en fait on est nul au début et donc on est écouté par moins de gens quand on est nul, ce qui est plutôt arrangeant. J'ai essayé de faire un parallèle par rapport à ça, mais il y en a pas forcément, donc excuse-moi, j'ai mis de penser. Non, c'est intéressant. Et il y a quand même dans ce que j'ai vu en tout cas sur Instagram, j'ai l'impression que tu as shifté un petit peu, où il y a plus de présence. Tu fais des reels notamment sur Insta, tu fais des challenges, choses comme ça. Est-ce que t'es satisfaite de cette stratégie de mettre en place plus mettre ton image en avant sur les réseaux? Comment ça a fonctionné pour toi, ça? Je pense qu'il y a une question d'algorithme d'Instagram qui évolue. Je pense qu'il y a une question aussi de positionnement. En fait, on va dire que c'est une stratégie qui est plus pour suivre là le nouvel algorithme. Au tout début, je me montrais beaucoup en story, un petit peu en photo de temps en temps, mais franchement, flemme. Après, le reste, c'est la création de contenu. Je me souviens qu'en 2020, quand j'ai commencé vraiment à me concentrer sur The Bee Boost, à vouloir entamer une grosse croissance, le levier numéro 1 que j'avais identifié en tant que coach à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore que de la formation, je faisais encore de l'individuel du groupe, c'était plus de moi, plus d'images, parce que quand tu travailles avec un coach, tu veux travailler avec un coach que tu connais, dans lequel tu t'identifies, et tu choisis quelqu'un qui te parle, en fait. La personnalité, c'était vraiment un des critères les plus importants pour mon audience pour choisir leur coach. Donc j'ai dit, faut que je me vois plus. Donc c'est là où j'ai commencé une stratégie vidéo avec un format YouTube à l'époque. Et en fait, plus le business a progressé, après il y a eu l'arrivée des Reels. Aujourd'hui, on sait que c'est un format qui a un potentiel de découvrabilité auprès d'une audience qui ne le connaît pas encore, qui est assez dingue. Et donc, quand on est dans une stratégie de croissance et de vouloir plus d'abonnés, on se dit, c'est quoi le format qui va me rapporter plus d'abonnés? Les Reels, ok, go, quoi. Ouais, et ça a fonctionné en termes de, justement, d'acquisition de compte, en tout cas d'abonnés sur ton compte Instagram. Ça donnait quoi? Je sais pas, sur une année, par exemple, t'as récolté combien de... Là, entre 2022 et 2023, on est à quasiment plus 30 000 abonnés. Waouh. Sur Instagram. C'est moins que ce qu'on avait fait entre 2021 et 2022, pour plein de raisons. Mais ça reste quand même, je trouve, correct. Et tu vois une corrélation entre ce nombre d'abonnés et les conversions en vente derrière? Oui, mais c'est pas quelque chose d'exponentiel. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, quand t'as 10 000 abonnés et que t'as, je dis n'importe quoi, 5% de conversion, quand t'auras 100 000 abonnés, t'auras plus 5% de conversion. T'en auras peut-être 3, peut-être 2. Parce qu'en fait, plus l'audience est grosse aussi, plus il y a des touristes, et moins les gens sont engagés, en fait. Faut bien comprendre que t'as le cœur très engagé qui t'adore, mais qui va grossir de manière moins importante que la taille de la communauté. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Ouais. Mais en gros, faut pas penser que parce qu'on a fait x2 sur sa communauté entre, par exemple, de lancement ou de vente ou 2 offres, que forcément ça veut dire qu'on va faire x2 sur le nombre d'offres. Pas du tout. Ouais, c'est intéressant parce que ça montre aussi qu'il y a plusieurs cercles dans ton audience. Il y a les gens qui te connaissent, les gens qui sont intéressés, puis il y a les fans, quoi, les vrais fans. Et comment tu t'adresses à toutes ces couches d'audience différentes? Ouais, et est-ce qu'elles t'apportent autant, tu vois, où est-ce que tu mets ton temps? Est-ce qu'elles t'apportent autant? Comment ça fonctionne? Je suis pas dans ce niveau de granularité dans ma création de contenu. Après, je pense que ça se passe aussi beaucoup par les différents formats. Par exemple, quand tu postes sur Instagram, tu t'adresses potentiellement à tout le monde, donc tu fais plus des sujets ou des formats qui vont parler à une audience qui te connaît peu ou pas. Ensuite, quand tu crées une newsletter, là, tu t'adresses à des gens qui ont déjà fait le choix de s'inscrire à ta newsletter, donc tu sais que c'est une audience un peu plus chaude, hein, comme on dit en termes de marketing, donc tu peux avoir un discours un peu plus précis, tu peux ne pas forcément rappeler à chaque fois qui tu es, ce que tu fais, parce qu'ils le savent, c'est pour ça qu'ils sont inscrits, etc.
Et ensuite, quand tu vends, là, tu vas vraiment parler à des gens qui te connaissent, qui te suivent depuis longtemps. Si t'es en newsletter, tu peux aussi segmenter un petit peu. Mais comme je te disais, j'ai pas le niveau de granularité où je me dis, je crée tel type de format pour m'adresser à telle partie de mon audience. En tout cas, pas sur Instagram. Sur un lancement, typiquement, du coup, tu vas communiquer de la même façon, Insta, LinkedIn peut-être, enfin, newsletter, tous les canaux, quoi. Oui, exactement. Après, voilà, il y a des stratégies de lancement, de création de contenu, de marketing qui sont très spécifiques, mais je vais pas essayer de diviser des parties de mon audience dans ma communication, en tout cas pas sur Instagram. Ok. Non, et puis pour les gens qui nous écoutent, je recommande d'aller s'abonner à ton compte parce que il y a une communication qui est vraiment très authentique. C'est assez rare d'avoir autant d'authenticité sur un média Insta qui est de base créé pour ça, mais pas tout le monde le fait de la façon dont tu le fais, donc c'est vraiment cool. Top. Et j'ai envie de te poser quand même, pour terminer, peut-être une question sur les problématiques que tu vois auprès de tes coachés, que tu vois le plus souvent arriver dans justement lancer son business en ligne, en fait, et questions qui reviennent le plus souvent. Alors, je vais te le partager. Je sais pas si ça parlera à 100% à ton audience qui n'est pas totalement exactement similaire à la mienne, mais je pense que la problématique numéro 1, c'est l'éparpillement, le défocus et le fait de vouloir tout faire. J'ai plein d'idées, il faut que je fasse tout. Non. T'as plein d'idées, t'en fais une à la fois. Par quoi on commence? Parce que c'est l'exemple qu'on dit à chaque fois, mais ok, on dit il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais en même temps, si on a 4 idées qui nous intéressent et un temps X qui est le nombre d'heures d'une journée pour réaliser ces idées. Si je mets 25% de mon temps dans une idée, 25% dans la deuxième, 25% dans la troisième, 25% dans la quatrième, je vais être beaucoup moins efficace et ça va avancer beaucoup moins vite que si je mets 100% de mon temps et de mon focus et de mon énergie dans une seule idée. Ça, c'est juste des mathématiques pures et simples. Mais aujourd'hui, courir plusieurs lèvres en même temps, c'est le meilleur moyen de perdre en temps, en énergie, en focus et surtout de ne pas fonctionner. Parce que à côté, il y a des concurrents, à côté, il y a des collègues qui, eux, sont 100% focus dans une idée. Et on peut pas, à notre échelle, vouloir faire concurrence à 4 personnes qui sont chacun focus à 100% dans leur idée. Donc, problématique numéro 1. Yes. D'accord. Ça, c'est vraiment ce que tu vois le plus souvent auprès des coachés, c'est les gens qui veulent faire trop, quoi. Trop d'idées, trop de choses, quoi. Et la deuxième, pareil, je sais pas si ça pourra parler aux auditeurs, mais c'est vraiment plutôt la gestion des émotions dans l'entrepreneuriat. C'est important d'avoir des émotions, c'est important de se connaître, c'est important de fonctionner à l'intuition, de s'écouter, etc. Mais il y a aussi une partie dans l'entrepreneuriat et le marketing, et là c'est le discours peut-être un petit peu plus dur que je tiens, qui est aussi assez froide et dépersonnalisé, stratégique et presque, c'est pas scientifique, mais c'est un process en fait. Et quand on met trop d'émotions dans ce qu'on fait, qu'on prend trop à cœur un retour, une critique, qu'on se compare ou qu'on met trop d'émotionnel, ça, on peut devenir en fait notre pire ennemi et nous auto-saboter au passage. Par exemple, je vois des gens qui me disent « Je peux pas créer telle offre parce que X personne l'a déjà fait, le fait mieux que moi. » Ou alors « X personne a mis un commentaire un peu négatif sous mon post Instagram, donc ça veut dire que c'est nul et je ne vais plus jamais oser créer du contenu. » Ou alors je veux pas faire de story pour me montrer et parler de mon offre parce que j'aime pas ce à quoi je ressemble en fait. Et je pense qu'il faut aussi comprendre que l'entrepreneuriat c'est un peu une mécanique. Le marketing, la vente, la communication, c'est une mécanique et qu'il faut apprendre légèrement, pas à fond, mais légèrement à dissocier aussi cette mécanique de nos émotions, notre comportement. Sans vouloir tomber dans un truc complètement bipolaire où il y a le business d'un côté et nous de l'autre, bien sûr. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'on pourrait penser qu'on devrait avoir cette mentalité qu'une fois que le business est bien lancé, etc. Toi, tu suggères vis-à-vis, apparemment, de le faire dès le début, quoi. Une sorte de dichotomie, prise de distance, quoi. En fait, quand tu analyses les gens qui cartonnent à fond dès le début, généralement, c'est des gens qui se posent pas de questions, hein. Qu'ils y vont, ils appliquent un process, ils itèrent, ils testent, ça marche, c'est tant mieux, ils continuent, ça marche pas, c'est pas grave, ils changent, mais c'est pas des gens où tu les vois se poser 36 000 questions et se remettre en cause dès qu'il y a un truc qui marche pas aussi bien qu'ils le souhaiteraient. Ok, non, c'est intéressant. Franchement, je pense que si dans l'audience là qui nous écoute, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que encore une fois, c'est très lié en fait avec l'investissement. Surtout pour du revenu, tu vois, pour la diversification de revenus peut-être. Et d'ailleurs, aussi une question pour toi par rapport à ça, est-ce que tu vois des gens dans tes coachés, encore une fois, qui arrivent à rester en side business, mais de façon contrôlée, c'est-à-dire continuer une activité à côté, créer des revenus confortables, alternatifs grâce à l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Ou est-ce qu'il faut se mettre à fond, hein, tu vois? Alors c'est quelque chose qui se fait
c'est quelque chose qui se fait à 100%. C'est pas mon audience. Mon audience, c'est vraiment des personnes qui souhaitent vivre à temps plein de leur activité par passion ou par dégoût du salariat. Puis c'est vraiment des gens qui n'ont pas envie d'avoir juste un side business, entre guillemets. Et pour les parents qui nous écoutent, les gens qui ont une famille, bah, j'en fais partie. Tu vois aussi des schémas possibles de lancer l'entrepreneuriat quand on a une famille. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider dans cet environnement particulier? Alors oui, je vais faire, je pense, la pire chose au monde, donner un conseil sur un domaine que je maîtrise pas parce que je n'ai pas de vie de famille. Enfin, je suis pas maman, j'ai pas cette chance-là. Mais j'en vois beaucoup, j'en ai énormément dans mes clientes. Et je pense que le conseil numéro 1 que je leur donne, c'est que malheureusement, ou heureusement, on le voit comme on veut, mais il faut accepter qu'on n'a pas le temps à consacrer à un business qu'à quelqu'un de célibataire ou quelqu'un qui a 20 ans et qui fait ça à temps plein, etc. Et je pense que plus vite on l'accepte, plus vite aussi on revoit ses objectifs en fonction d'eux. Et je trouve que les mamans, parce que moi j'ai beaucoup de mamans, mais les mamans et les papas, ont une capacité incroyable à prioriser et à être efficace. C'est-à-dire que là où moi je vais pouvoir procrastiner en faisant pump it up et faire une tâche en 4 heures, etc., une mère ou un père, il sait qu'il a 1 heure, ce sera fait en 1 heure, quoi. Et ce sera aussi bien fait d'ailleurs. Donc je trouve que vous avez une force par rapport à ça sur laquelle il faut vraiment apprendre à capitaliser, qui est de choisir la chose prioritaire et être dans l'efficience par rapport à ça. Donc ça, c'est le super pouvoir. Mais aussi accepter que, parce que la famille, c'est la priorité, et je pense que ça l'est pour énormément de gens, on n'a pas le même temps à disposition que quelqu'un qui n'a pas de famille, qui est célibataire, qui a que ça à faire, etc. Et qu'il faut aussi l'accepter et de dire que je vais peut-être faire moins de choses, mais je vais mieux faire des bonnes choses. Et c'est la fameuse règle des 80-20 qui doit être un mantra de vie pour chaque parent entrepreneur, de se dire quels sont les 20% d'actions que je vais faire dans mon business et même aujourd'hui qui vont générer 80% des résultats. Et il y en a toujours. Et là où des entrepreneurs qui n'ont pas de famille comme moi peuvent parfois perdre du temps dans les 80 autres pourcents d'actions, moi je vois des mamans entrepreneurs qui s'en sortent aussi bien que moi, voire même mieux, mais parce qu'elles savent cibler ces 20% et se concentrer dessus et ne pas s'éparpiller. Ah, ça me fait tellement de bien ce que tu me dis là. Parce que je me sens tellement effectivement au moins on a quelque chose, quoi, on les a. Non, franchement, c'est vrai que quand on est parent, moi je le suis depuis peu seulement 3 ans, mais ça a coïncidé avec l'entrepreneuriat aussi, et du coup il y a eu cette énorme frustration, tu vois, j'étais encore dans mon cerveau d'avant, mais ouais, à fond, tu vois, j'ai le temps et tout, et j'ai pris du temps à ce que tu me dis là, de réaliser que j'avais pas le même temps et qu'il fallait que je fasse avec. Et c'est vrai que si tu l'intègres pas forcément, c'est une grosse source de frustration. Donc c'est un super conseil, effectivement. Ça fait plaisir. Cool. Bah écoute, on arrive un peu sur la fin de l'épisode. Je voulais te demander si est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais conseiller aux gens qui veulent se lancer en complément de ce dont on vient de parler aujourd'hui. Des choses à voir, à écouter, Ouais, écoute, tu sais, on parlait des plus grosses problématiques qu'on rencontre qui sont l'éparpillement et aussi le muscle mindset, les choses comme ça. Sur l'éparpillement, moi, j'ai un livre sur la productivité qui m'a bouleversée et que j'ai trouvé ultra efficace, et je me dis tout le monde devrait lire ce livre à partir du moment où il fait de l'investissement ou il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est le livre qui s'appelle Aller à l'essentiel. Donc en anglais, le titre The One Thing, de Gary Keller. Donc Aller à l'essentiel, et justement, il nous apprend comment prioriser dans la priorisation pour vraiment se concentrer sur les actions qui vont nous faire avancer. Donc super livre là-dessus. Et un autre livre, là peut-être plus développement personnel, mais pour muscler son mindset et apprendre à détacher un peu de ses émotions, des faits de la réalité, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est Tout est possible de Marie Forleo. Marie Forleo, je connaissais pas, d'accord. Ouais, j'aime bien recommander des livres parce que je sais que généralement c'est très puissant, puis c'est relativement abordable en termes de coûts. C'est pas genre acheter telle formation en ligne à des numéros, des trucs comme ça. Pour une première étape, effectivement, c'est bien. Non, je ne connaissais pas le deuxième ouvrage, donc je vais commander ça sur Amazon tout de suite, donc c'est cool. Bah écoute, est-ce que les gens peuvent te contacter? Est-ce que tu autorises que les gens te contactent directement, et c'est quoi? Non, j'aime pas parler aux gens d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi tu oses me poser des questions. On refait l'interview. Non, ouais, en gros, non, mais quel est le canal surtout, le principal où tu voudrais que les gens t'embêtent? D'accord. Ouais, moi, je suis une fille d'Instagram, donc Instagram à 3000%. Et même de là, après, on peut retrouver le podcast, le site, les formations, etc. Mais c'est là où c'est le plus facile de rentrer en contact avec moi. N'essayez même pas de m'écrire sur LinkedIn,
Parce que je n'ai pas foutu les pieds depuis 6 mois là-bas. Dès que j'y vais, je vois que j'ai 4000 messages non lus dans ma boîte mail et ça me crée un stress énorme et je repars aussi vite. Donc, ne le faites pas. Ou alors faites-le mais vous ne répondrez pas, quoi. Ouais, il faut quelqu'un qui nettoie la boîte inbox d'Aline sur LinkedIn pour. Mais je pense que je vais faire, je sais pas si c'est possible, mais faire, tu sais, des fois les gens ils disent, il faut en fait tout supprimer. Et après, si c'est vraiment important, les gens te relanceront, tu vois. Ouais. Un jour, je pense que je vais finir par faire ça. C'est une bonne idée, ouais. Ok. Non, bah c'est cool. Comme quoi, on peut avoir un business qui s'appelle The Bee Boost et pas être sur LinkedIn, quoi. Alors ça, c'est. Ouais, d'ailleurs, c'est un gros point, ça. Tout le monde me dit que je devrais y aller, mais moi, je me dis, bah, on priorise. Je peux pas tout faire, je peux pas être de partout. Moi, c'est Instagram, c'est le podcast. Bah non, mais t'as raison, tu walk the talk, comme disent les Anglais, quoi. Tu fais ce que tu dis, et t'as raison. Bon, bah, il y a plein d'inspirations, plein de bons conseils, là, dans cette conversation. Je pense que les gens vont vraiment kiffer. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir pour parler avec toi, surtout qu'on s'était jamais vraiment rencontrés, donc merci encore d'être venu passer ici sur le podcast. Et merci à toi pour l'invitation, Paco. Effectivement, tu m'as fait une confiance aveugle parce que tu m'as dit viens sur le podcast, mais tu savais pas à quoi t'attendre. J'ai passé un très bon moment, puis j'espère vraiment que les auditeurs auront peut-être entendu une phrase ou eu un déclic ou une nouvelle idée suite à notre échange. J'en suis sûr. Merci beaucoup, Aline. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, mais merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!